Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple. Lucas.fr. Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu par Audrey Dufresne, DRH de Le Hibou, dans ses locaux boulonnais, à 2 pas du Parc des Princes. Moi j'adore, je suis un grand supporter de l'OM, alors t'imagines que je suis heureux d'être à côté du Parc des Princes. Donc bonjour à vos amis supporters du PSG. On va pas parler foot, on va parler plus RH, plus culture d'entreprise. Et donc comme je vous le disais, je suis au sein des superbes locaux de la société Le Hibou, qui est une plateforme française créée en 2016, qui est labellisée French Tech 120 et qui est spécialisée dans l'intermédiation entre des freelances, des grandes entreprises, principalement dans le domaine de l'IT. Donc aujourd'hui, c'est 90 000 consultants inscrits et une plateforme qui complète une intervention humaine avec des outils d'IA et de big data pour la sélection des profils, avec l'objectif de faciliter la mise en relation rapide, efficace des entreprises, donc du CAC 40, des ETI, bref de vos clients, et des freelances qui sont hautement qualifiés. En tout cas, Aurore, un grand merci pour ton accueil, ta disponibilité et comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup. On est en fin de journée, ça va, pas trop fatigué ? Ça va. La journée a été bonne ? Oui. Ça a été une bonne journée. Et je pense que je vais pouvoir t'embaucher en fait, parce que tu le pitches très bien, Le Hibou. C'est vrai ? Ouais. Ça va. Commercial chez Le Hibou, ça te dit ? Ouais, alors je vais faire les sales chez Le Hibou. J'avais pas prévu ça dans mon plan de carrière, mais on sait jamais, tu sais, ce qui peut arriver dans la vie en plus. C'est ça. Donc bon. Alors Le Hibou, tu m'as raconté un petit peu en off ton histoire perso, c'est pas ta première entreprise. Et puis tu n'as pas été toujours RH. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu faisais avant Le Hibou, ce qui t'est arrivé et l'atypisme de ton parcours, le vrai atypisme de ton parcours ? Ouais, effectivement, j'ai eu plusieurs vies, on en a parlé. J'en suis peut-être à ma 3e déjà. Donc ça fait 8 ans maintenant que je suis chez Le Hibou. Comme tu l'as dit, Le Hibou, c'est une aventure qui a commencé en 2016. Moi, j'étais la première salariée recrutée, donc je suis arrivée en mars 2017 chez Le Hibou. Mais avant ça, j'ai été donc RH dans une entreprise dans l'événementiel où je suis restée 3 ans. Je suis rentrée en tant que chargée de recrutement et puis mon DG de l'époque, enfin mon N+1, s'est fait remercier au bout de 6 mois. Enfin, j'étais dans la boîte depuis 6 mois et on m'a dit Audrey, tu vas prendre sa place. Et alors moi, ok, d'accord, bien sûr, pas de souci. Par où on commence ? Mais c'est vrai que j'étais la dernière arrivée de l'équipe. Je me retrouve manager de 8 personnes. Et ça a été un super tremplin pour la suite. Mais du coup, je te le fais dans le mauvais sens. Parce que c'est pas grave. On peut faire dans un calendrier inversé, c'est pas grave. Exactement. Donc c'est ce qui m'a permis, en fait, cette super expérience de vite grimper, j'ai envie de dire, surtout au niveau management, et qui a fait que Christophe de Becq-Delièvre, je pense, est venu me chercher au moment où lui a monté Le Hibou. Parce que j'avais déjà cette expérience IT, donc je vais te raconter ça, mais dans une vie antérieure. Et puis, cette grosse expérience managériale qui m'a permis de monter des équipes assez rapidement et surtout de gérer des équipes aussi, on en parlera, mais en France, à l'international et un peu partout dans le monde, quoi. Okay. Voilà, donc l'expérience, chargée de recrutement, manager RH. Avant ça, oui, c'est là que c'est un peu atypique, c'est que j'étais hôtesse de l'air. Donc, j'ai bossé pendant 2 ans à Dubaï pour la compagnie Emirates. Et c'était un rêve de petite fille que d'être hôtesse de l'air.
Et je voulais absolument faire ça avant de me lancer réellement dans ma carrière RH. Et donc, j'ai décidé d'interrompre mes études entre le M1 et le M2. Et plutôt que de faire une année de césure comme tout le monde, et un Erasmus ou quelque chose comme ça, et ben, j'ai dit, allez, je lâche tout et je pars à Dubaï. Et je suis restée 2 ans. Donc, j'ai fait une césure de 2 ans, finalement, entre le M1 et le M2. Et avant ça, alors moi, j'ai toujours été très bonne à l'école, mais j'ai toujours détesté l'école, malheureusement. Et aujourd'hui, je dis à tous les étudiants, mais rester à l'école, c'est magnifique l'école. Mais à l'époque, j'aimais pas l'école. Et donc, j'ai toujours été très bonne. Donc, j'ai fait mes études, mais j'ai interrompu régulièrement entre le BTS. Je me suis arrêtée 1 an, j'ai été prof de sport. Okay. Et puis, j'ai continué. J'ai fait ma licence. Okay. Et puis, mon master. Et voilà. Et entre la licence et le master, j'ai bossé pendant 1 an à l'aéroport Charles de Gaulle. Toujours le rêve de petite fille. Toujours le rêve de petite fille. Des avions. Exactement. Et en fait, c'est toujours le cas, je pense, mais pour être hôtesse de l'air, il faut avoir minimum 21 ans. D'accord, ok. Donc, le concours d'hôtesse de l'air, il est accessible qu'à partir de 21 ans. Et donc, j'avais pas 21 ans. Donc, tu regardais les avions s'envoler et atterrir. Mais... Exactement. Et je voulais rester à l'aéroport pour voir la 380 décoller. Et j'avais trouvé du boulot donc au terminal T2 S3 de Charles de Gaulle. Et je bossais dans les boutiques Swarovski, donc je vendais des bijoux. Et j'avais la 380 juste à côté de moi. Et donc, toute la journée, je voyais l'avion et j'étais là, un jour, je serai dans les airs. Et en fait, effectivement, 2-3 ans après, ça a été le cas. Mais c'est cette expérience, en fait, chez Swarovski qui m'a donné l'envie, après, de bosser dans les RH. Parce que mon envie première à ce moment-là, c'était de bosser dans la formation. Parce que j'ai fait énormément de formations sur les produits Swarovski à l'époque. Et donc, j'écoutais avec des oreilles immenses et des yeux ébahis. Je regardais la dame nous former sur tous ces bijoux et je me disais, mais c'est génial. J'adore ce côté formation, amener l'information, justement, accompagner les collaborateurs, etc. Et je trouvais ça super. Donc, je me suis dit, je me lance dans les RH quand je rentre de Dubaï. Bon, à l'époque, je savais pas que j'irais à Dubaï. Je savais que je serais hôtesse de l'air un jour. Je savais pas que ce serait à Dubaï. Mais je me suis dit, après l'expérience hôtesse, je pense que je ferai des RH. Et en fait, ça a pas loupé. Et t'as pas voulu être RH chez Air France ou chez Emirates ou dans une compagnie aérienne, par exemple ? Eh ben si. Ou ils voulaient pas de toi ? Il y a peut-être un peu des deux, pour être honnête. En fait, quand je suis rentrée de Dubaï, j'avais réellement l'envie de finir mon master. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté l'expérience hôtesse de l'air au bout de 2 ans. C'est que je me suis dit, si je reste plus longtemps, pour retourner ensuite sur les bancs de l'école... déjà qu'au bout de 2 ans, c'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué. T'as un décalage au niveau des âges parce que t'arrives dans une classe où forcément les gens sont plus jeunes que toi. T'as une différence de maturité, d'ouverture aussi au monde qui est compliquée. Et déjà, les 2 ans, je les ai sentis. Je pense que si j'avais attendu plus, et puis moi-même, en fait, te remettre sur les bancs de l'école, la motivation derrière, c'est compliqué. Donc, ça a été pour ça que j'ai arrêté l'expérience. Et aussi parce que Dubaï, c'était super. Mais au bout de 2 ans, la famille me manque. J'avais envie de rentrer et de retrouver aussi mon pays, ma famille, mes amis, et voilà. Donc c'est pour ça. Et puis après, peut-être un jour, je rentrerai chez Air France. Un jour, après le hibou, peut-être que j'irai... Rien n'est impossible. Voilà, je retournerai à Dubaï chez Emirates ou chez Air France. Mais c'est vrai que non, j'ai pas... Pour le coup, j'ai tourné la page, vraiment, de cette expérience-là. Et j'avais l'envie de start-up. Et donc voilà, après, je t'expliquerai la suite. Mais voilà comment ça s'est fait. Ok. Alors moi j'ai effectivement pitché le hibou, donc je suis très heureux d'avoir dégoté un contrat de sales chez le hibou. On va parler salaire tout à l'heure en off. T'es la première salariée de le hibou. Comment ça se passe quand on est première salariée d'une entreprise qui se monte avec des fondateurs, des fondatrices qui ont un projet, qui débute, qui a forcément peut-être une première attraction, mais qui débute. Et quel lien entre les RH et être premier salarié ? Parce que tu as été recruté DRH ou tu as été recruté sur une autre fonction en tant que première salariée ? Oui, bien sûr. Non, mais tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper important, effectivement, parce que souvent on m'a dit, d'ailleurs j'ai fait un post LinkedIn là-dessus, souvent on me dit, mais je comprends pas, première salariée recrutée, pourquoi une DRH ? D'habitude c'est plutôt côté sales, business, ce qui est logique forcément, tu cherches à rentrer de l'argent très tôt quand tu montes une boîte. On a un PDG qui a tout de suite eu une approche humaine très importante, qui a tout de suite compris de par l'activité le hibou, parce que forcément, nous, on vend de la prestation intellectuelle, donc c'est de l'humain derrière. Tout de suite, il s'est dit, je vais avoir besoin de quelqu'un qui va gérer cet humain, gérer ses freelances. Donc moi, quand il m'a recruté, effectivement, il avait le truc de se dire, elle sera DRH, de le hibou, bien sûr, mais au début, et comme toute boîte qui se monte, on est multifonction, j'ai envie de dire multitâche couteau suisse. Et quand j'ai commencé, en fait, moi, je gérais la communauté de freelance.
Donc, la première année chez Le Hibou, je recrutais les freelances, en fait. Et j'ai monté, animé notre communauté de freelance. Donc, je me souviens encore du nom du premier freelance que j'ai placé chez notre premier client. Et c'est moi qui, à la fois, été chargée de matching, qui allait présenter les consultants chez les clients avec ma petite voiture et qui, derrière, établissait les payes. Et voilà. Donc, en fait, commercial, recruteuse, admin, RH, finance, enfin, tout. La première année, on est vraiment multitâche. Et puis, en fait, au fur et à mesure, on place nos premiers freelances. Et puis, on se dit, on va structurer. Donc, on a commencé par structurer effectivement le pôle sales. Et puis, derrière, on a monté donc, le pôle matching. Donc, le pôle matching chez Le Hibou, c'est le pôle qui va justement aller chercher ses freelances. On dissocie le recrutement interne, vraiment Le Hibou interne, du matching qui est le recrutement des freelances chez nous. Et donc, on a monté cette équipe matching avec 1, 2, 3 personnes. Et puis, on est arrivé à un moment, un plafond de verre, où on s'est dit, oulala, il y a un boom il y a des freelances qui se sont inscrits d'un coup sur la plateforme. Ça a fait du bouche à oreille. On s'est dit, mais comment on va faire pour recruter suffisamment chez Le Hibou, pour avoir suffisamment de sales et de matchers, pour justement amener de la dynamique sur la plateforme, amener des missions et qu'on puisse contacter régulièrement les freelances. Parce que c'est bien beau, les freelances s'inscrivent, mais si on leur apporte pas de mission sur la plateforme, ils s'en vont. Et donc moi, j'étais là, ok, faut qu'on recrute beaucoup, faut qu'on recrute vite. Comment on fait ? On n'a pas forcément les finances là en interne. Enfin, voilà, par où on prend le truc ? Et à l'époque, on avait pas mal d'amis de notre PDG qui montaient des structures, soit à Lisbonne, à Madagascar, à Maurice, qui offshorisaient une partie de leurs équipes. Ça se faisait pas mal. Et on s'est dit, on va peut-être essayer nous aussi pour voir effectivement. L'idée, c'était de monter un centre de services externalisé, limite offshorisé, pour gérer justement ces freelances. On avait déjà cette ambition de se développer, en tout cas sur le territoire européen à l'époque. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à créer un hub qui va centraliser le recrutement de tous ces freelances pour tous les pays, en fait. Donc, on avait déjà cette vision à l'époque. Et on s'est dit, on va monter un pôle à l'île Maurice. Bon, je te la fais en abrégé, parce qu'en raccourci, il y a eu pas mal de réflexions de où on va s'installer. Mais c'est comme ça qu'on a ouvert le pôle à l'île Maurice. Et aujourd'hui, l'île Maurice, c'est près d'une 25 personnes. Donc, c'est le deuxième plus gros bureau de... 25 permanents qui permanents, qui vont gérer des freelances dans du la zone. Monde entier. Voilà, de la zone. Voilà. Okay. Ouais, exactement. Ok, on va revenir sur ce sujet international. Comment est-ce que tu décrirais la culture Le Hibou ? Toi qui connais l'entreprise par cœur, en fait. Par cœur, pour le coup, ouais. Dans tous ses recoins. Exactement. D'ailleurs, c'était quand j'ai recruté la première personne dans mes équipes, Or, qui est arrivée donc il y a 3 ans. Parce que j'ai porté le pôle RH, faut le dire, pendant près de 5 ans, 4 ans et demi seul. Ah oui, d'accord. Donc ça a été quand même, on va pas se mentir, les débuts d'une start-up, c'est quand même assez challengeant et arrivé un moment, on se dit souvent qu'une RH jusqu'à 50 collabs, elle peut rester seule. Jusqu'à 50, ça reste compliqué quand même sur une start-up qui va aussi vite que Le Hibou. Donc une personne, donc Or, est venue rejoindre les équipes il y a 3 ans. Et c'est donc Or qui m'a aidée et qui a repris un peu tout ça. Mais au niveau de la culture d'entreprise, effectivement, à proprement parler, elle a été montée en mai 2019. Mai 2019, c'est quand on a ouvert le pôle à Maurice. Pourquoi ? Effectivement, c'est que je me suis dit, à l'époque, on a une super culture en France. Comment on fait pour arriver à calquer ça jusqu'à Maurice, à l'autre bout du monde ? Parce qu'en fait, on avait une culture en France qui s'est imposée, j'ai envie de dire, grâce effectivement aux valeurs de notre CEO, aux miennes. Effectivement, on a réussi à créer une culture dont je vais t'en parler un peu plus précisément après. Mais on se rendait pas forcément compte que c'était une culture. On s'est dit, ça se passe super bien, il y a une très bonne ambiance, il y a une culture de la performance aussi qui s'est créée toute seule. Et on s'est dit, en fait, c'est ça la culture d'entreprise. Mais comment on fait pour arriver à garder cette dynamique-là jusqu'à Maurice ? Et donc, c'est l'ouverture de Maurice qui a fait qu'on s'est posé les premières questions de comment on va vraiment matérialiser cette culture, comment on va réussir à capitaliser sur cette culture pour nos recrutements et pour effectivement arriver à fédérer des équipes à Maurice et faire que ça fonctionne tout comme ça fonctionne en France finalement. Donc, c'est l'ouverture du bureau qui a fait qu'on s'est posé les premières questions et on a fait un kick-off à l'île Maurice. Donc, le kick-off, en fait, on réunit tous les collaborateurs une fois par an, en janvier en général, pour lancer l'année. Ça se fait dans beaucoup de startups. On lance l'année avec la vision, l'ambition, les objectifs de l'année à venir. Et donc, on lance Maurice en mai 2019 et on fait le kick-off donc en janvier 2020. Et on se dit, on va aller à Maurice, on va emmener tout le monde à Maurice forcément.
Et là, j'en ai profité pour moi animer des ateliers sur la culture d'entreprise pour que les collaborateurs puissent s'exprimer, puissent, j'ai envie de dire, faire sortir vraiment ce qu'ils avaient au fond, dans quel environnement ils ont envie de bosser, qu'est-ce qui les anime, les mentors, les machins, ce qu'ils ont envie de voir en fait dans la boîte, tout en calquant ça aussi avec ce que notre CEO attendait. Parce que des valeurs, c'est aussi... il faut que le PDG, j'ai envie de dire, porte ses valeurs, sinon ça marche pas. Oui, forcément, il faut écouter les salariés, mais tu es obligé d'écouter aussi le top. Exactement. Tu peux pas juste dire au CEO, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Et puis, il faut se dire aussi que c'est parce que lui, le CEO... va être exemplaire et va finalement véhiculer les valeurs que tu vas pouvoir... On se dit toujours, il faut que ce soit du bottom-up parce que sinon ça prend pas, mais ça doit aussi être du top-bottom parce que c'est dans les deux sens finalement. Et donc là, en fait, c'était cool parce que notre PDG a bossé avec l'ensemble des équipes. Bon, à l'époque, on n'était pas énorme, on était une vingtaine. Hein. Ouais, ok. Mais bon, voilà, on a nos 20 collaborateurs qui ont été l'essence même de nos valeurs et de la culture d'entreprise qu'on a aujourd'hui parce que de ces valeurs, en fait, on a fait naître... tous nos process recrutement. Et chez Le Hibou aujourd'hui, et c'est pour ça, je pense, et je touche du bois sur la table, que ça fonctionne bien, c'est que oui, on recherche des compétences techniques, mais encore plus, on recherche des soft skills et des personnes qui vont pouvoir intégrer cette culture d'entreprise et finalement porter les valeurs avec, j'ai envie de dire. C'est hyper important pour nous, ça. Ok, très clair. Aujourd'hui, c'est quoi tes défis en ce moment? Mes défis du moment, il y en a beaucoup. Vous êtes combien là, en permanent? En permanent, on est un tout petit peu plus de 80. Ok, 80 personnes. Sachant qu'on a des personnes qui sont qui vont arriver aussi. Là. D'accord, donc à Boulogne, à l'île Maurice. Boulogne-Île Maurice. Ouais. On a aussi des bureaux donc à Bordeaux, Toulouse, Lyon, Nantes, Bruxelles et Montréal. Okay. Et on vient d'ouvrir Marseille. Ok. Voilà. Ça commence à faire effectivement des choses. Donc en fait, à l'international, l'île Maurice c'est effectivement le plus important en nombre de TP, mais vous avez aussi la Belgique et maintenant le Canada. Exact, on a 2 ETP aujourd'hui, bientôt 3 à Bruxelles et une personne au Canada. C'est tout récent. Ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, tes défis en tant que RH, tu disais, sont nombreux. Dans un monde économique qui est un petit peu perturbé, dans un monde géopolitique qui l'est encore plus. Qu'est-ce que tu vis en ce moment, toi? Qu'est-ce que je vis? Je vis plein de choses, en fait. Écoute, Le Hibou a eu une croissance assez exponentielle sur ces 3 dernières années. Ça s'est calmé un peu cette année, comme un peu pour beaucoup de boîtes, j'ai envie de dire. On a eu une croissance assez exponentielle. Et aujourd'hui, mon défi principal, j'ai envie de dire, c'est d'arriver à accompagner cette croissance par le middle management. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu grossis, les RH, on peut plus être partout. Et moi, j'aimerais beaucoup pouvoir, tu vois, m'asseoir à côté de chaque manager et de par mes diplômes et mes expériences de coach, parce que comme tu sais, je suis aussi diplômée en programmation neurolinguistique, etc. J'aimerais pouvoir dire, je t'accompagne, tel manager, je t'aide à monter en compétences, à gérer tes équipes, comment tu gères une crise, comment tu fixes des objectifs, etc., etc. Mais on n'a pas le temps. Clairement, c'est compliqué. Et donc, on relaie tout cet accompagnement managérial, toute cette montée en compétences des nouveaux managers, justement, à leur manager. Donc, on a des directeurs de pôle aujourd'hui et on a créé une strate de middle management en dessous. Alors, vous ne me voyez pas, mais c'est vrai que je parle avec les mains. J'aime beaucoup parler avec les mains. Je te parle avec les mains, Florent. Et donc, cette strate de middle management, ce sont en général des jeunes managers qu'il faut accompagner, qu'il faut former. Et là, aujourd'hui, et depuis, j'ai envie de dire, presque un an, c'est ça le plus gros challenge, d'arriver à accompagner et que tous les managers aient le même niveau de compétence là-dessus. Alors c'est vraiment super intéressant ce sujet. Et de surcroît, tu as des managers intermédiaires, du middle management en France, mais aussi peut-être à l'île Maurice, etc. Et en région, sur les bureaux en région. Voilà. Tout à fait. Donc là, tu as un défi effectivement lié à ta culture d'entreprise, le développement international, les managers intermédiaires, les middle management. Comment tu arrives aujourd'hui, comment vous arrivez, toi et ton équipe, à maintenir cette culture d'entreprise? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Tu vois, en off, je te dis, mais tu vas à l'île Maurice toutes les semaines, tous les mois, tout ça. En off, une fois par an, c'est déjà bien. Voilà. Il y a le côté paillette, mais après... c'est pas aussi, que, c'est beaucoup de boulot quand on se déplace. Il y a aussi la réalité des choses. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas pour aller à la plage, j'imagine bien. Non, j'imagine bien. C'est très condensé, donc il y a beaucoup de choses. Donc justement, comment tu arrives, toi, avec ton équipe, à maintenir cette culture d'entreprise? L'entreprise grandit.
et s'internationalise, et avec des managers à accompagner, à former, à aider. Alors, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, les déplacements à Maurice. Effectivement, on se déplace régulièrement à Maurice. Pas encore suffisamment, à mon sens, mais en tout cas, on essaye au maximum parce qu'on ne peut pas être partout. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est qu'un membre du CODIR se déplace tous les 3 mois à l'île Maurice. Okay. Et moi, du coup, je me déplace une fois par an. Mais on a notre PDG qui se déplace aussi une fois par an. On a notre DG qui se déplace une fois par an. On a notre DAF qui se déplace aussi. Et on essaye de rouler. On a notre DGA aussi. Enfin, on essaye de faire des roulements de manière à ce que... Alors, on n'arrive pas forcément toujours à respecter les 3 mois, mais l'idée, c'est qu'on soit au moins 4-5 à y aller chaque année. Et c'est justement cette imprégnation du CODIR qui se déplace qui amène aussi un bout de la culture d'entreprise avec. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'on a des équipes qui sont loin, mais il ne faut pas que les équipes se sentent isolées, en fait. C'est vraiment la première chose. Il faut que les équipes se sentent entendues, soutenues et qui vraiment fassent partie de l'écosystème. Parce que ce qu'il y a de pire, c'est de se dire, OK, on véhicule une culture d'entreprise. En revanche, je te dis une bêtise, mais on fait des mots de survey, on fait des enquêtes, on fait ce que tu veux. Ouais. Mais par contre, on ne demande pas l'avis des collaborateurs sur les autres bureaux. Ça, c'est très compliqué parce qu'ils se sentent exclus. Donc voilà, on a vraiment ce truc d'intégrer tout le monde dans nos réflexions, dans nos prises de décision. Alors, comment ça se concrétise réellement ? C'est ta question. Au-delà du fait qu'on se déplace régulièrement, on a j'ai envie de dire, des réunions, on a des coutumes, j'ai envie de dire, avec toute l'entreprise. Donc, on a ce qu'on appelle des RGM, des réunions globales mensuelles, une fois par mois le lundi, où toute l'entreprise est connectée. Alors, en plus, il faut qu'on fasse attention avec le décalage horaire. Oui. Donc, alors, île Maurice, tu as un petit décalage, mais là, en ce moment, on est à 3 heures. C'est 3 heures. Et l'été, on est à 2 heures, donc ça va. Quand tu rajoutes Canada, c'est un peu compliqué. Tu rajoutes Canada, c'est un peu compliqué. Donc, Canada, on n'arrive pas toujours à l'avoir avec nous, le pauvre Nicolas. Mais on essaye. En tout cas, il regarde les rediffs. Mais effectivement, on fait des RGM une fois par mois, où là, effectivement, on revient sur tous les objectifs du mois, sur la dynamique globale très orientée business. Ensuite, une fois par mois aussi, on a, en mode plus décontracte, le brunch digital. Donc, un vendredi par mois, où là, vraiment, c'est le rendez-vous où on remercie, on salue les succès, j'ai envie de dire. On prend le temps de partager, on prend le temps de célébrer sur ce moment-là, pendant 1 heure. Et puis, souvent, les petits nouveaux, on leur demande de faire des presses de présentation de leur choix, sur des sujets de leur choix. C'est un moment un peu fun aussi, où on découvre la personne. Et puis, on a ce qu'on appelle le Random Coffee. Donc, on tire au sort. Et puis, à l'issue de ce brunch digital, on a un café visio ou un vrai café physique de 10-15 minutes avec la personne avec qui on a été tiré au sort. Donc, ça permet de garder... j'ai envie de dire ce lien. Ce qui est le plus important dans la culture d'entreprise, c'est effectivement de garder ce lien toujours. Et nous, en tant qu'RH, c'est hyper important, mais très compliqué aussi, parce qu'on a un rôle central et donc on est limite tenu de garder un lien avec tout le monde, bien sûr. Que ce soit en France, au Canada, à l'île Maurice. Et donc, finalement, ce genre de rendez-vous, ça nous aide aussi à garder un brin de lien informel qu'on ne peut pas avoir à la machine à café ici dans les bureaux parisiens, quoi. Okay. Donc voilà, donc c'est 2 rendez-vous qui sont hyper importants. Après, on a effectivement nos kick-offs tous les ans où on réunit tout le monde. Alors, on essaye de plus en plus d'être RSE friendly, donc on ne va plus à Maurice. Voilà, on essaye en tout cas de réunir les équipes différemment. Donc, on fait encore venir Maurice en France, mais voilà, c'est un peu moins catastrophique, j'ai envie de dire, pour la planète que de faire partir les 50 collaborateurs de Paris là-bas. Donc voilà, on le fait dans l'autre sens. On essaye de trouver des moyens pour justement réunir tout le monde tout en étant le moins impactant possible pour la planète. Mais c'est important pour nous que les équipes se réunissent au moins 1 fois par an. Et puis, régulièrement, les équipes ont la possibilité de faire du télétravail dans les autres bureaux aussi. Donc, on a des collabs de France qui vont faire du télétravail à Maurice et Maurice en France. Là, d'ailleurs, actuellement, on a des personnes de Maurice qui font du télétravail avec nous ici à Paris. Donc, voilà, on essaye un maximum de faire en sorte que les équipes se rencontrent et créer du lien. Et c'est ce qui maintient vraiment, au-delà du fait que les trucs bateaux, tu fais vivre tes valeurs, elles sont imprégnées dans ton recrutement, t'organises des webinars, t'organises beaucoup de choses autour de tes valeurs. On a une société qui s'appelle Biharmoniste qui est intervenue il y a 2 ans chez le Hibou pour justement faire un audit des valeurs, voir si elles étaient bien imprégnées, bien véhiculées, etc., s'il fallait pas les changer. Effectivement, à l'époque, on avait 5 valeurs. On s'est rendu compte qu'il y en avait peut-être 1 de trop, on en a retiré 1, et voilà. Régulièrement, on fait une passe aussi sur nos valeurs. Et puis, pour finir, on a une culture team
qui est animée par Anne qui est dans mes équipes depuis 2 ans maintenant, qui bossait au matching avant et qui a eu un souhait de revenir au RH, qui anime la Culture Team. Et la Culture Team, c'est une team de 6 à 8 personnes qui change tous les 6 mois. Okay. Et cette Culture Team, elle est là justement pour animer la culture d'entreprise, créer de la dynamique de groupe, véhiculer les valeurs, créer, enfin voilà, plein de choses, tu vois. Par exemple, là, on est en train d'organiser Noël, Secret Santa, les petits cadeaux d'entreprise, tous ces trucs-là. C'est la culture d'entreprise, en fait, qui amène des nouvelles idées à chaque fois. Et ça, c'est hyper important aussi pour... on a mis en place une boîte à idées, tu vois, où les collaborateurs amènent aussi des idées. Enfin bref, ça marche super bien. Ok. C'est plein de petits trucs, quoi. Ouais. Et toi, t'as quelqu'un de ton équipe qui est à l'île Maurice? J'ai quelqu'un de mon équipe à l'île Maurice, tout à fait. Donc t'as une personne. Donc l'île Maurice a aussi la chance d'avoir une personne de l'équipe RH qui est à temps plein sur place, etc. Ouais, ça n'a pas été quelque chose qu'on a fait tout de suite. Ok. J'ai géré l'île Maurice à distance pendant un peu plus de 2 ans, ce qui est faisable en soi, mais tu arrives vite à un plafond de verre parce que tu as une animation d'équipe et tu as besoin en fait d'un relais de proximité RH. Tes équipes, elles ont besoin de quelqu'un sur place. C'est pas la même chose. La visio, c'est génial, mais tes collaborateurs, ils ont besoin d'avoir une présence, ils ont besoin d'avoir quelqu'un sur place. Et donc, ça a été super parce que quand Anne, qui était au matching, m'a dit « Mais moi, j'aimerais trop revenir à mes premières amours et faire du RH », j'ai dit « Mais alléluia, viens !» Et ça a été vraiment super pour moi de créer ce relais de proximité. Et aujourd'hui, les collaborateurs savent que s'ils ont une galère, Anne est là, elle est à côté. Et on est là pour structurer, processer, mais on est aussi là pour écouter beaucoup. Et on a des points de suivi RH qui se font régulièrement. On a des équipes qui sont un peu plus jeunes à Maurice qu'en France. Souvent, ce sont des collaborateurs qui sortent d'alternance, de stage. Enfin, pour beaucoup, je vais pas dire la majorité, enfin beaucoup quand même, ce sont leur première expérience professionnelle réellement avec nous à l'île Maurice. Donc, tu as déjà une délocalisation, un changement de culture, tu découvres un premier job, des process. Enfin voilà, ça fait beaucoup. Donc, c'est important d'avoir une RH sur place pour accompagner tout ça. Ok. Et en termes de recrutement, pour transmettre ces 4 valeurs aujourd'hui, de passer 5 à 4, les process de recrutement que j'imagine qui doivent être un peu travaillés, avec un peu d'expérience. Un minimum. Ce sont exactement les mêmes, par exemple, à l'île Maurice qu'en France, ou est-ce que tu adaptes les choses aussi à la culture du pays dans lequel vous êtes implanté? Bien sûr. C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question parce que forcément, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu as ta culture d'entreprise que tu veux amener, mais tu as aussi la culture locale. Et donc, en fait, la valeur ajoutée du RH à ce moment-là, c'est de se dire comment je fais pour imbriquer ma culture d'entreprise globale à une culture locale, parce que tu peux pas dénaturer. Tu arrives sur un territoire, tu peux pas dire c'est bon, j'ai fous un coup de pied là-dedans, j'arrive de Paris et je fais ma princesse, et voilà. Non. Et donc, il faut que tu arrives à créer ta culture avec ce qui existe déjà en local. Et alors, pour t'expliquer un peu, nous, on a 80% de la masse salariale à Maurice qui sont des collaborateurs français qu'on envoie travailler à Maurice. D'accord. Mais on a 20% de la masse salariale, ce sont des collaborateurs de nationalité mauricienne qui travaillent. Donc, voilà, donc on a un mélange de culture, en fait, qui se fait. Donc, forcément, ta culture d'entreprise, elle est calquée, mais tu dois l'adapter. Tu es obligé de l'adapter, que ce soit au niveau des horaires, au niveau de ton style managérial, de la façon dont tu vas amener les choses, de tes messages. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses. On s'est cassé les dents la première année. Forcément, c'est avec les erreurs. On fait des erreurs, de toute façon. Voilà. Ouais. Et puis, en fait, j'aime beaucoup cette façon de penser, de te dire que tu fais du test and learn. Tu essayes à petite échelle et puis tu gardes ce qui fonctionne, tu le reproduis à plus grande échelle. Ce qui fonctionne pas, tu corriges, tu recommences. Et donc, la culture d'entreprise, c'est un long chemin à mettre en place à l'international. Et tout comme tu es hyper flexible en général dans ton environnement startup, il faut que tu le sois encore plus avec ta culture d'entreprise à l'étranger pour arriver à imbriquer tout ça, quoi. Ok. Du coup, quels conseils, quels tips, toi, tu donnerais à un collègue, une collègue RH qui travaille comme toi dans une entreprise, une belle PME, tu vois, et qui ouvre un bureau à l'étranger, alors pas forcément à l'île Maurice pour le coup, ça peut être au UK, en Espagne, etc. Quels tips tu donnerais pour éviter, en tout cas minimiser les risques d'erreur? Tu parles sur la culture d'entreprise ou au global sur l'implantation?
Alors, pour moi, plus sur la culture d'entreprise, mais au global dans l'implantation, mais avec un zoom culture d'entreprise, en fait. Ok, c'est marrant que tu me demandes ça parce que je sais pas pourquoi, là, depuis 6 mois, j'ai un boom de personnes qui m'envoient des messages pour me dire est-ce qu'on peut faire une visio, est-ce qu'on peut s'appeler, je monte un bureau à l'île Maurice, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui montent des bureaux, ouais, c'est ça, je sais pas par où commencer, est-ce que tu as des contacts d'avocats, de machin, de bidules, bien sûr, alors j'essaie de répondre à tout le monde, mais c'est pas évident, mais le premier, alors hors culture d'entreprise, vraiment la première chose, c'est faites-vous accompagner. Il y a des lois qui sont différentes, il y a des process, il y a une façon de faire, il y a surtout à Maurice, on a. Tu travailles avec des sociétés comme Deal ou d'autres? Alors pas Deal forcément, j'ai pris moi plutôt des prestats en local. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Ok. J'ai pris des prestats locales tout simplement parce qu'on a du recrutement en local aussi et que c'est beaucoup plus facile d'avoir des gens sur le territoire. Okay. Donc notamment effectivement pour les câbles de recrutement. Ouais. Je travaille avec un cabinet qui s'appelle Meet Your Job là-bas à Maurice. Principalement, il y en a d'autres, mais principalement Meet Your Job. Et puis, la première chose que j'ai fait, moi, quand on a dit on ouvre un bureau à Maurice, c'est se faire accompagner sur comment tu crées ta boîte, c'est qui ton sponsor local, avoir un représentant, prendre un avocat. Voilà, tout l'aspect juridique. Du travail, entre guillemets, local. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle l'ONSS là-bas. Ouais, okay. Exactement. Ouais, voilà. Ça doit exister aussi. Ça existe. Donc voilà, c'est vraiment le tips numéro 1, n'essaye pas d'aller faire ça tout seul. Parce que tu vas perdre un temps fou et clairement, tu peux pas être au four et au moulin. Donc, tu peux pas gérer ta culture d'entreprise et ta croissance en France pour monter un bureau à l'île Maurice. Donc, en fait, faut se faire accompagner de professionnels et donc, faut avoir un minimum de budget, en fait. Ouvrir un bureau à l'international avec 0, on va au casse-pipe. Ouais. Vraiment. Il faut être accompagné. Ensuite, c'est de faire progresser petit à petit les équipes. Se dire, j'envoie 15 personnes d'un coup. Pour moi, pareil, c'est compliqué parce que on envoie plein de monde, mais on ne sait pas sur quel process, comment ça va s'articuler, quelle culture d'entreprise. Donc, le faire petit à petit, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, le test and learn. On envoie 3-4 personnes et puis ça se grossit petit à petit. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et franchement, ça, encore une fois, je touche du bois, ça a fonctionné. Et donc, c'est super. Forcément, tu as plus de turnover à l'étranger, puisque en moyenne, les collaborateurs restent plutôt 18 mois, 2 ans. Ils partent en contrat, petite question, parenthèse d'ailleurs, les Français qui sont partis à Maurice, ils ont un contrat local ou c'est des expats? Alors, c'est du contrat CDD local 3 ans, avec, j'ai envie de dire, une couverture un peu expatriée. C'est-à-dire qu'on leur prend en charge les billets d'avion, le déménagement, qu'on leur prend en charge les 3 premières nuits quand ils arrivent sur place. Après, ils prennent eux-mêmes leur hébergement, mais voilà, on leur paye des billets d'avion pour qu'ils rentrent voir leur famille tous les ans. On prend en charge ce qu'on appelle la CFE pour qu'ils soient couverts au niveau santé, les mutuelles, etc. Ouais, ok, d'accord. Voilà, il y a quand même Vous soignez le package. On soigne le package. Ouais, bien sûr. Mais c'est du contrat local, effectivement, sous contrat mauricien. Ok. Avec la loi mauricienne derrière. Donc, c'est des fiches de paye mauriciennes, ils payaient en roupies. Tu étais spécialisée en droit mauricien. Aujourd'hui, oui. Droit du travail mauricien, vous avez une spécialiste en France. Voilà, c'est ça. Droit du travail mauricien, paye en roupies. Voilà. Donc, c'est les premiers tips. Et après, au niveau culture d'entreprise, j'ai envie de dire c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, de pas arriver avec ses gros sabots et de vraiment adapter ta culture à ce qui se fait en local et d'écouter les collaborateurs et de prendre les tips, de vraiment se dire comment je peux faire pour m'améliorer continuellement. Et nous, on a fait évoluer notre culture d'entreprise en France par rapport à ce qui se passait parfois à Maurice. Par exemple, on a des questions manque de reconnaissance des collaborateurs, tu vois, où on te dit typiquement... là, on se sent pas reconnu sur tel truc. Là, les primes sont pas suffisamment élevées. Là, je vais te dire une bêtise, mais je peux pas trop t'en dire non plus. Alors c'est compliqué, mais dis pas tout alors. Non, mais ça reste. Il y a des trucs qui sont un peu confidentiels, donc je suis en train. Non. Mais bon, et donc du coup, t'adaptes et tu te dis si t'as des primes qui changent là, t'as des primes qui changent aussi là-bas. T'essayes de créer une harmonisation, j'ai envie de dire, entre ce qui peut se passer là-bas et ici. Les systèmes de télétravail, par exemple. À l'époque, à Maurice, ils en avaient pas. Parce qu'on avait des bureaux en face de la plage. Autant te dire que... voilà. Et puis, tout se fait... Tout est plus proche à Maurice. Donc, on n'a pas les problèmes de transport comme à Paris où tu mets 1h30 pour aller au bureau. Enfin, donc, c'est vrai que le télétravail était moins nécessaire. Et on a eu des demandes de pourquoi en France, vous avez du télétravail et pas nous, surtout à l'arrivée du Covid. Et donc, aujourd'hui, à Maurice, ils ont une journée de télétravail aussi par semaine. Donc, tu vois, on adapte. En France, on en a 2. À Maurice, ils en ont 1.
Mais tu vois, on adapte toujours, on essaye, même si c'est pas non plus complètement égal. On essaye d'adapter les choses. Tu vois, on a des packs sport. On prend en charge une partie du pack sportif. On le faisait en France. Et à Maurice, on l'a mis aussi en place. Alors, c'est des prises en charge qui sont d'un montant différent, puisque tu n'as pas le même niveau de vie. Oui, le coût de la vie n'est pas la même. Voilà, il faut être logique. Oui. Mais tu as aussi cette prise en charge qu'il a. Et on donne des cours de yoga à Paris. Pendant un temps, ils avaient des cours je crois que c'était des cours de créole ou il y a eu des cours de boxe aussi à Maurice. Enfin, on essaye en tout cas. Ok. C'est pas forcément une égalité stricte, mais une équité en tout cas. Exactement. Ouais. Comme des parents qui donnent la même chose à leurs enfants, quoi. Ben oui, moi j'avais un frère, donc à Noël, mes parents, c'était équitable. C'était pas le même cadeau, mais c'était équitable. Et voilà, on est d'accord. Et je pense que c'est hyper important que chaque collaborateur se sente, en tout cas, reconnu de la même façon pour aller bien, j'ai envie de dire. Ok. Tiens, petite parenthèse, que tu as abordé un sujet avec un peu d'actualité. Si tu peux répondre à cette question, t'es team télétravail ou t'es dans la team qui est en train de dire le télétravail c'est bien pourri, il faut arrêter? Écoute, là-dessus, tu me poses la question piège. Moi, je suis team télétravail. Ouais. Pour le coup, j'ai pas de sujet avec ça. Je pense qu'il y a un équilibre qui s'est fait. Mais vous n'êtes pas full remote? Mais on n'est pas full remote. On est 2 jours en France. Full remote, non, pas du tout. On est 2 jours en France, une journée à Maurice. Moi, je suis pour le télétravail, mais je suis pour le télétravail. Effectivement, ce qu'on a mis en place là, je pense, est le bon juste milieu pour à la fois donner suffisamment de tranquillité, de liberté, de bien-être à nos collaborateurs, avec la possibilité de travailler à la maison ou d'où ils veulent, tout en gardant ce lien dont je parlais tout à l'heure et cette culture d'entreprise. Animer une culture d'entreprise à distance, moi, je veux bien. Le full remote, ok, il y a des entreprises qui arrivent très bien, qui arrivent à mettre en place plein de choses. Pour un Sales First, ça fonctionne très bien. Ça marche très, très bien. Mais c'était dès le départ aussi. C'est ça. Voilà. Tu as des process qui sont là dès le départ. Enfin, l'accompagnement au changement sur une boîte qui n'est pas full remote depuis le début, c'est faisable. Mais ça demande une énergie folle. Et où est-ce que tu as envie de concentrer ton énergie? Là où nous, on est dans une phase on a encore 15 recrutements à faire d'ici la fin de l'année, tu vois. Je veux dire, voilà, c'est un choix de où tu mets ton énergie. Donc, pour te répondre, clairement, je suis pas team full remote, je suis team half. Ouais. 2-3 jours par semaine, c'est pas mal. On fait partie de la même équipe. Voilà. Par contre, voilà, moi, j'ai effectivement, quand tu vois des Amazon qui font revenir tout le monde au bureau, des choses comme ça. Ou des Ubisoft en France. Ou des Ubisoft, tu te poses quand même la question, est-ce que s'ils le font, c'est qu'il y a une question de performance? Est-ce que ça a été prouvé? Est-ce que réellement... Je pense que beaucoup de boîtes vont revenir dessus, vont se poser les questions à un moment donné, vont peut-être pas revenir complètement sur le truc, mais vont au moins se poser les questions de est-ce qu'au niveau de ma performance, il y a une question, est-ce que ça joue ou pas, quoi. Et justement, tu parlais du contexte un peu compliqué là depuis quelques mois, et d'autant plus dans les startups de la tech, et au global, le marché du travail est plus compliqué. Je pense que beaucoup d'entreprises font le lien entre télétravail et performance, et à tort, parce que je pense qu'on est d'autant plus performant à la maison, pour le coup. L'équilibre est bon pour moi, mais de fait, un CEO est à juste titre. Il se demande est-ce qu'il n'y aurait pas plus de performance si je fais revenir tout le monde, quoi. Oui, surtout que souvent que le CEO, lui, il est pas en général, il fait peu de télétravail. Enfin, je vais pas généraliser, mais ils font peu de télétravail et ils sont souvent là, en déplacement ou au bureau. Donc, complètement. c'est entre les déplacements, si tu fais du télétravail, bref, t'es plus là, quoi. T'es plus là, ouais. Donc, non, mais c'est un sujet dont on n'est pas prévu de parler de ça, mais qui est effectivement important et qui questionne pas mal. Et puis je trouve ton exemple est vraiment intéressant. Le télétravail à l'île Maurice, c'est pas le télétravail à Paris si t'as 1h30 le matin, 1h30 le soir, quoi. D'accord. C'est pas la même vie du tout. Et la même fatigue, la même fatigue inutile. Ok. J'ai parlé quand j'ai présenté le hibou de l'utilisation de l'IA. Oui. Qui est un outil parmi d'autres pour sélectionner vos freelances. Ouais. Donc l'idée, c'est pas de parler de recrutement des freelances, parce que c'est une autre activité, c'était pas le sujet. Toi, l'IA générative, aujourd'hui, est-ce que c'est un outil dont tu te sers en tant que professionnel RH? Est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet? Si oui, sur quoi, comment, etc. On s'y intéresse effectivement depuis pas longtemps, mais on s'y intéresse de plus en plus. Alors,
à la fois au niveau de la plateforme Le Hibou. Alors, au niveau de la plateforme, ça fait longtemps qu'on est dessus. L'IA, le big data. On a une sélection de profils qui se fait vachement bien sur la plateforme. Enfin, on a des devs en interne, d'ailleurs, que je félicite très souvent parce qu'ils font du super boulot. Notre plateforme, franchement, au niveau de l'intermédiation, collaborateur freelance. Je parle pour les collabs en interne, là, donc pas du tout. Pour nos freelances, nos clients. Le match se fait vraiment très bien. On garde cette valeur humaine derrière parce que c'est important, tout comme c'est important la culture d'entreprise. Enfin, pour nous, en interne, c'est important qu'on ait cette valeur humaine derrière qui s'assure que le match est bon, j'ai envie de dire. Bref, donc ça, c'est l'IA plateforme. Je pense que ça fait très longtemps que ça fonctionne et je vais pas revenir dessus. Maintenant, l'IA en interne, au niveau RH, nous, ça fait pas longtemps qu'on s'y intéresse. Et pour le coup, depuis qu'on s'y intéresse, ça nous fait gagner un temps fou. Okay. J'ai une collab dans mes équipes qui est très, très, très à fond sur les outils, les process, qui nous a mis en place Notion, on lui demande un truc, elle est là, j'adore, machin. Elle va finir consultante, je pense, sur les outils, tellement elle a des idées partout. C'est génial. Il y a des freelances Notion maintenant. Mais oui, il y a des freelances Notion. J'ai vu ça sur LinkedIn, tu retrouves. Hein. Tout à fait, ouais. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Surtout qu'en plus, alors moi, j'ai 36 ans, bientôt 37. Bon, je dis pas que je suis vieille, mais c'est vrai que... ça va. C'est la jeune génération, enfin les 25-27 là en ce moment, je trouve qu'ils ont une facilité aussi dans la lecture de ces nouveaux outils moi j'adore parce que du coup j'apprends plein de choses avec mes équipes et je suis la première à demander d'apprendre en fait. Je trouve ça super. Bref. Et donc avec mes collabs, on essaye justement d'intégrer petit à petit cette IA. Ça peut être par exemple, dans la rédaction des avenants, justement à l'international, quand il va falloir aller pondre des avenants pour l'île Maurice ou pour le Canada ou pour la Belgique, là où on se dit, on va peut-être pas déranger l'avocat parce que c'est des choses qu'on peut faire peut-être facilement avec ChatGPT. Enfin, alors, bien sûr, toujours à corriger parce qu'on n'est pas... j'ai envie de dire, l'IA vient nous mâcher le travail. Mais prendre l'IA seule, c'est délicat, surtout sur un travail RH où il y a quand même beaucoup d'enjeux derrière. Donc pré-mâcher le travail, ça nous aide beaucoup, mais il y a obligatoirement ce regard humain derrière. Là, typiquement, un exemple, mais tout frais d'hier, on a lancé la campagne Feedback 360 degrés. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est. Donc tu peux peut-être l'expliquer pour nos auditeurs et auditrices. Ça fait 3 ans qu'on a ça chez Le Hibou. J'ai lancé ça dans une dynamique justement de faire grandir nos managers, dans la dynamique on accompagne la montée en compétences managériales. On fait passer une fois par an à tous nos managers le Feedback 360 qui est finalement une analyse de ma perception de moi-même, de mon management, et ce que je délivre, ce que je dégage dans l'entreprise versus ce que les équipes, ou en tout cas mes pairs, mes collaborateurs, les gens qui travaillent avec moi, perçoivent. Donc en fait, on a une auto-évaluation et le même questionnaire qui est donné à entre 7 et 10 personnes dans l'entreprise. Et donc, il y a une partie, c'est le collaborateur qui choisit qui doit répondre. L'autre partie, c'est les RH qui choisissent pour que ça reste complètement anonyme, qu'on ne sache pas qui répond réellement. Et en fait, ensuite, on fait un match entre mon auto-éval, est-ce que les sondés ont répondu ? Et ça nous amène, en fait, à une synthèse, un compte-rendu des écarts entre ma perception et ce que les gens, finalement, voient de moi, en fait, ce que je dégage et ce que réellement ce que je véhicule en entreprise. Et de ça, on en fait un plan d'action pour... l'idée, c'est pas d'aller taper sur les doigts, en fait, et de montrer les écarts. Non, tu fais pas bien ça. Non, c'est justement de dire... qu'est-ce que je fais bien et sur quoi je peux capitaliser justement et éventuellement transmettre à d'autres managers vu que je le fais bien, et à l'inverse ce que je fais de moins bien, comment je vais pouvoir monter un plan d'action avec mon manager pour justement peut-être m'améliorer sur tel et tel sujet. Et c'est là où la RH entre en jeu, où par rapport à ce plan d'action qui a été fait avec le manager, la RH elle peut aider sur tel sujet, il y a peut-être, je sais pas moi, un accompagnement avec un coach qui peut être fait. Tel sujet, on peut t'inscrire à une formation, peut-être Open Classroom, une bêtise. Selon les besoins, en fait, est-ce que c'est du besoin vraiment de monter en compétences soft skills, de monter en compétences plutôt sur l'organisation, sur la gestion de mes équipes, sur savoir recadrer un collaborateur, je te donne des idées. Voilà. Et donc, ça, c'est 360. Et le 360, on utilise un outil, j'ai le droit de donner les noms, tu peux donner ce que tu veux. On l'a fait à la mano, c'est un questionnaire qu'on a monté nous-mêmes, justement. Okay. Un questionnaire lié à nos valeurs d'entreprise. Donc c'est vraiment un truc très très homemade qu'on a lancé sur un outil qui s'appelle SurveyMonkey. Okay. Donc on le teste cette année, et on a envoyé les rapports 360 hier
à nos collabs hier soir. Alors, la collaboratrice qui s'en charge, partait en vacances justement hier soir. Donc, elle était là, vite, il faut que tout parte. Donc, elle a fait partir les mails à 20h hier soir. Mais tout le monde a tout, c'est bon. Et en fait, on a, pour rendre encore plus anonyme ces feedbacks, on a décidé cette année, contrairement aux 2 années précédentes, on avait des verbatims vraiment. Et donc, en fonction de comment le collaborateur écrit, comment il tourne ses phrases, et les exemples mis dedans, on arrivait à déceler qui avait répondu. Donc l'anonymat était gardé parce qu'on ne sait pas qui a répondu, mais on arrivait quand même, tu vois, dans la lecture... Peut-être à te dire, c'est Jean-Jacques ou Marie qui a dit ça. C'est ça. Et donc là, cette année, on a utilisé justement l'IA. On a forwardé les rapports dans l'IA. Qui nous a créé un résumé de toutes les verbatims. Mais alors moi, j'étais scotchée. L'objectivité avec laquelle l'outil nous fait un retour, en fait. C'est que on a les grandes idées, on a tout, sans que ce soit dénaturé. Parce qu'un 360 qui est dénaturé, c'est plus bon, en fait. Oui, c'est dangereux. Donc, en fait, tu gardes l'essence du commentaire, mais c'est tourné d'une façon très objective où tu sais plus qui a écrit quoi, en fait. Et donc, tous nos rapports 360 cette année ont été envoyés grâce... à SurveyMonkey et à ChatGPT. C'est un exemple parmi d'autres. Mais mais c'est super intéressant parce que c'est très concret. Pour le coup, Après, voilà, ça nécessite d'avoir les précautions. Bien sûr, toujours une relecture. Tu l'as très bien dit d'ailleurs, et il faut le rappeler sans arrêt, les outils d'IA génératifs, c'est très chouette. Attention au copier-coller pur, quoi. Voilà, faut mettre un peu de cerveau humain, quoi. Le nombre de lettres de motivation qu'on reçoit, où on se dit « Ah tiens, ça c'est du ChatGPT. » Tu reçois encore des lettres de motivation, toi ? Ouais. Ah ouais. Ah, j'en reçois. Ouais. Bien. Tu sais, on a beaucoup d'annonces sur Welcome to the Jungle. Oui. Et tu peux dire si tu veux une lettre de motive ou pas. Et sur certains posts, effectivement, on demande des lettres de motivation. Une lettre de motivation faite par une outil d'IA générative, ça se voit. Hein. Ah, mais on le voit, mais ça nous fait... D'ailleurs, j'ai envie de dire aux candidats, mais justement, vous mettez une épine dans le pied, là, parce que c'est encore pire. Mieux vaut ne pas faire de lettre de motive que de lire un truc qui sort de ChatGPT. Oui, parce que ça vous apporte rien. Et c'est pas une preuve, effectivement... d'intérêt pour le hibou, en fait, de faire Exactement. ça. Enfin, je trouve. Enfin, voilà. Non, mais je suis d'accord. On cherche des gens qui ont quand même des idées, tu vois, à porter. Ok. T'as dit que tu recrutais. Tu recrutes d'ailleurs dans ton équipe ou pas ? Non, plus dans mon équipe. Ah, je viens de recruter Léa, qui nous a rejoint il y a 1 semaine en alternance. Et c'était le dernier recrutement ouvert dans mes équipes. J'ai donc 1, 2, 3, 4 personnes avec moi dans mes équipes aujourd'hui. 4 personnes. Ouais, ça commence à être une belle équipe RH. Dont une donc à l'île Maurice. Dont une à l'île Maurice, tout à fait. Ok. Mais je recrute beaucoup côté sales, côté marketing. Je recrute un bras droit du CEO aussi. Pour aider justement le COMEX dans toute son organisation. Je recrute à l'admin. Donc l'admin chez nous, c'est tout ce qui est facturation client, paiement des consultants, tu vois, tout ce suivi-là. Mais tout est en ligne sur Welcome to the Jungle. Donc on a une quinzaine d'offres ouvertes aujourd'hui. Ok. C'est ton canal préféré, Welcome ? C'est efficace pour vous ? C'est efficace pour nous. Ouais, complètement. Parce qu'on a une vitrine, que ça met en avant le hibou. On adore. On est vraiment adeptes. Mais je vais pas te mentir, 50% de nos recrutements se font par la chasse, via LinkedIn aussi beaucoup. Et après, on a des job boards selon en fait les offres de poste. On va poster à l'APEC ou on va plutôt poster, parfois on poste sur Facebook. Des trucs dans les groupes Facebook, tu vois, pour l'île Maurice, ça se fait beaucoup. D'aller poster des annonces sur les groupes Facebook. Voilà, on poste sur Business France parce qu'on a des VIE aussi. Donc, tu vois, selon les offres, on adapte aussi nos job boards derrière. Mais LinkedIn, Welcome, c'est les 2 phares, quoi. Faut pas qu'on te les enlève en 2025. C'est pas moi qui vais le faire. Mais ok. C'est top. On a fait à peu près le tour de pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé, que tu aurais aimé aborder, une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose ? Non, tu m'as posé quelque chose qui te tient à cœur, dont tu as envie de parler, une conviction. Conviction. Tu prends pas mal la parole sur LinkedIn, toi. Ouais, je prends pas mal la parole, j'adore. Mais c'est bien. J'adore et c'est un vrai sujet, ça. Je trouve ça vraiment bien que des DRH prennent la parole. Je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. À ton avis, pourquoi ? Les gens osent pas. C'est le regard du dirigeant versus le DRH. Et toi, ton dirigeant, il te laisse faire. Mais... C'est drôle ce que tu dis. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu l'image déjà du RH. Premièrement, je pense que on a longtemps été vu comme
tu vois, t'as l'image à dépoussiérer du RH, j'ai envie de dire. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais on a l'image du RH dans son bureau, l'œil de Moscou, tu vois, avec son chignon, ses lunettes, enfin, tu vois. D'ailleurs, j'ai enlevé mon chignon quand je t'ai vu parce que je me suis dit, je veux pas qu'il croie que... Il n'y a pas de chignon. De toute façon, on fera une photo. On fera une prouver photo. qu'il n'y a pas de chignon. Voilà. Donc, je pense qu'il y a déjà ce truc de toutes les RH n'ont pas cet esprit, tu vois, d'ouverture, d'avoir envie de communiquer au monde, et c'est OK, parce que il y a aussi un accompagnement du changement à faire sur le job RH en lui-même, j'ai envie de dire. Donc c'est OK de ne pas vouloir parler, mais je trouve ça bien que les RH, en tout cas peut-être nouvelles dans le métier, ou en tout cas qui ont de l'appétence et qui ont envie de parler, qui se sentent de parler, parce que prendre le micro, c'est aussi faut être à l'aise. C'est quoi. pareil comme venir sur un podcast. Hein. Exactement. Il y a des DRH que je sollicite qui veulent pas. Hein. Ça les angoisse. Hein. Voilà. Mais mon service communication, il va pas vouloir. Voilà. C'est le deuxième truc. C'est que déjà, il faut que tu en aies envie, que tu te sentes capable, et puis que voilà. Bon. Et la deuxième chose, c'est est-ce que au niveau du dessus, est-ce que ma direction est OK? Est-ce que mon PDG est OK? Est-ce qu'il est aligné avec ça? Quel message j'ai le droit de faire passer? Jusqu'où j'ai le droit d'aller? Et je pense qu'il y a aussi derrière un cadre. Au niveau de la com externe, et qu'on peut pas aller se dire allez, je vais faire des podcasts et on y va. Non, c'est comme quand on fait des publications sur LinkedIn, t'as ton pôle marketing communication derrière qui te dit OK, ça tu peux publier, ça tu peux pas publier. Nous depuis peu là, on a des chartes effectivement pour tous nos collaborateurs, puisqu'on a de plus en plus de collabs qui publient, qui sont visibles. On a une charte de qu'est-ce qui peut être publié, qu'est-ce qui ne peut pas, tu vois. Okay. Un minimum, un contour, même si on laisse la liberté, parce que le LinkedIn de chacun est perso, donc voilà. Mais en tout cas, quand tu prends la parole pour l'entreprise, c'est cadré. Quoi, sur certains points. Voilà. Donc, je pense qu'il y a effectivement les deux. C'est qu'avant de prendre la parole, déjà, il faut s'assurer que la direction soit OK et tracer les grandes lignes de quoi j'ai le droit de parler, de quoi j'ai pas le droit, déjà pour être un peu plus à l'aise dans ta prise de parole, quoi. Moi, j'ai la chance, effectivement, d'avoir un CEO qui est OK avec tout ça. Et qui justement il y a 2 ans m'avait mis dans mes objectifs annuels d'être un peu plus visible et de porter la voix de l'Hibou sur les réseaux, dans les médias, et c'est un peu grâce à ça que je me suis mise à publier sur LinkedIn. On a une freelance qui nous accompagne qui s'appelle Tiffany, qui nous accompagne très bien sur ça et qui m'a lancé, qui m'a accompagnée sur les 2-3 premiers posts LinkedIn. Depuis, ça fait 1 an que je poste sur LinkedIn, en effet, ouais. Et j'adore ça. Moi, tu le sais, je te l'ai dit, mais j'ai fait de la radio aussi pendant un temps. Je suis diplômée en école de radio, etc. Je fais des cours du soir dans une autre vie encore, tu vois, encore une autre vie. Et j'adore prendre la parole parce que je pense que les RH ont besoin de ça. Ont besoin de montrer que le RH, c'est plus juste... gérer des payes et recruter et virer des gens, tu vois. C'est encore plus, là, dans les difficultés actuelles, c'est au-delà de recruter et de virer, c'est comment tu maintiens justement les collaborateurs une fois que tu les as recrutés. Comment tu les maintiens, comment tu les fais vivre, comment tu les fais évoluer. Les chemins de carrière, tu vois, tous ces trucs-là. Je pense qu'elle est là, notre valeur ajoutée aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Quelque chose que tu n'as encore jamais écrit sur LinkedIn et jamais dit à aucun micro. Une anecdote pro. Une anecdote pro qui t'est arrivée dans ta vie professionnelle, RH, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut être avant. Une anecdote horrible, tu veux que je te dise? Mais là, c'est vraiment off. Hein. Enfin, off, non, tout le monde va nous entendre. Non, tout le monde va l'entendre. Enfin, non, le monde entier nous écoute. Hein. Dans un vol pour l'Inde, un passager ne s'est pas retenu et m'a vomi dessus. Ah, donc ça, chic. C'est horrible. Ouais, donc c'est une anecdote dont je n'ai parlé à personne parce que tu vois, c'est vraiment le truc. Et j'avais mon uniforme qui était souillé de partout. C'était voilà, je te le raconte, mais voilà. Ouais, et puis en plus sur un vol long courrier. Sur un vol long courrier, c'est horrible. Voilà, donc ça c'est le mauvais souvenir du vol de la période hôtesse de l'air. Après au niveau le hibou, écoute, j'ai tellement d'anecdotes. Enfin, il s'est passé tellement de choses. Ça peut être une anecdote heureuse ou un candidat qui t'a surpris ou. Ouais, bon, il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais. Un jour, j'ai un candidat qui... Ça m'a vraiment surprise. J'ai un candidat qui m'a remercié à la fin de l'entretien et qui m'a renvoyé un mail d'avoir pris le temps de l'écouter. D'avoir pris le temps de... Parce que j'adore, moi, les entretiens, tu vois, essayer de créer quelque chose de différent pour créer une comme on fait là, tu vois, pour créer un réel dialogue. L'idée, c'est, comme je te disais tout à l'heure, de voir si la personne, dans les deux sens, ça peut fitter, culture d'entreprise, machin, enfin... Tu vois, je suis pas là pour cocher des cases dans les recrutements.
Et en fait, ce candidat m'a dit, mais vraiment, tu sentais je vous remercie de m'avoir écouté. Et ça m'a même touchée, mais c'est rare, quoi, qu'on ait ça. Donc, ouais, je me souviendrai souvent de ce candidat. Et après, un truc qui a été une anecdote, ça a été drôle à mettre en place, c'est qu'on fait des soutenances de période d'essai chez le Hibou. Ok. En fait, à la fin de période d'essai, 3 semaines avant la fin de période d'essai, tu vois, on réunit le grand oral, le grand jury chez le Hibou. En général, il y a le N+1 du collaborateur, le N+2, le PDG, il y a la DRH. Puis on voit, mais voilà, au minimum, il y a ça. Et chaque collaborateur qui va sur la fin de période d'essai passe ce grand oral. Alors, on l'appelle plus soutenance parce que ça fait peur. On l'appelle bilan d'intégration maintenant. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pitcher le Hibou pour qu'on voit si tout le monde a le même niveau de discours sur le Hibou. Ouais. Tu vois, que tu sois chez un client ou un apéro avec des potes, tu saches pitcher le Hibou en 1 minute, tu vois. On te dit, elle fait quoi ta boîte ? Voilà, c'est un peu ce truc, ce côté premium qu'on a de se dire, bon, ok, tout le monde est capable de savoir expliquer le Hibou. Il y a ça, et puis après, selon ton poste, si t'es au sales, à la RH, au dev, voilà, et t'as un petit cas pratique à faire devant tout le monde, et puis on débriefe ensemble. L'idée, c'est pas de piéger la personne, l'idée, c'est d'arriver à... c'est pas à l'échafaud. Non, pas du tout. C'est plutôt bienveillant. C'est bienveillant, et c'est pas à ce moment-là où on va te dire, bon, t'es renouvelé parce que t'as foiré ton bilan d'inté, tu vois. En général, c'est décidé bien avant. Mais ça nous permet, pendant ce temps d'échange, tu vois, c'est un temps privilégié pour le collab. C'est rare qu'il ait 5 membres du CODIR avec lui pendant 1 heure, tu vois. Et donc, la personne, nous aussi, on lui, tu vois, moi, j'adore, vu que j'étais la première salariée recrutée, c'est à ce moment-là où je partage aussi beaucoup l'historique de la boîte, toute la connaissance depuis 8 ans, tu vois. Enfin, on parle beaucoup de tous ces sujets-là. Christophe, notre PDG, en profite aussi, tu vois, pour recentrer sur toutes les questions sales, les débuts de chez le Hibou, la plateforme, le système de notation sur la plateforme, tu vois, pour faire des rappels sur tout ça. Et puis le collaborateur, là, du coup, il nous a tous les 5 en général devant, il peut nous poser toutes les questions qu'il veut, tu vois. Donc c'est un peu un échange à cœur ouvert. Et en fait, tout le monde prend l'exercice très au sérieux, donc c'est cool. Et moi, je suis déçue de ne pas avoir pu faire ce bilan d'inté. Eh ben oui, forcément. Parce que forcément, du coup, voilà. Donc, mon anecdote pro, ce serait ça, de me dire, si un jour je dois quitter le Hibou, peut-être je pourrais faire mon bilan d'inté à la sortie, tu vois, vu que je ne l'ai pas fait à l'entrée. Voilà. Non. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur On n'a jamais fait comme ça ? Ouais, il y en a plein. J'avais pris des petites notes. Est-ce que ça, tu m'avais posé la question avant. Il y en a plein. C'est cool. Ouais, il y en a plein. Et en fait, on parlait d'une personne tout à l'heure, de Charlène Emery, justement. Ouais, mais tu l'as déjà interviewée. Mais pas interview. Mais Charlène, au niveau marque employeur recrutement, franchement, je pense que c'est la queen de son domaine. Après, il y en a pas mal. Je lis souvent les posts d'Hélène Lee. Oui. Tu vois, oui. Ambassadrice DRH sur l'IT. Forcément, je suis dans l'IT, donc forcément, ça me parle. Ça fait partie des personnes que je souhaite rencontrer. Que tu voudrais rencontrer. Ouais, Hélène Lee. Il y a Cécile Desrouillans aussi. Tu connais ? Oui. T'as déjà interviewé ou pas, Cécile ? Non. Et moi, en fait, j'adore. J'ai découvert ses posts il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et je trouve qu'en fait, c'est tout ce qui est juridique, finalement, tes petites questions. Elle vulgarise vachement toutes les questions que les collaborateurs peuvent se poser. Ça peut être des trucs tout bêtes parfois. Et que toi, RH, t'as pas forcément tout le temps les mots parce que ça te paraît tellement lucide que tu dis mais comment je vais expliquer ça ? Je trouve qu'elle le fait vachement bien. Et après, il y a Célia Dor, je sais pas si tu connais. Non. CPO, qui est maintenant coach, mais qui est ancienne Content Square, Canal+. Je crois qu'elle a fait 10 heures aussi. Et je trouve qu'elle a un parcours... Elle communique pas tant que ça, mais elle a un parcours qui est super. Et moi, ce que je trouve inspirant, c'est qu'effectivement, elle a accompagné Content Square pendant plusieurs années. Et quand tu vois aujourd'hui ce qu'ils sont devenus... Voilà, c'est une vraie belle success story de scale-up. Et voilà, c'est un profil qui me parle beaucoup. Ok, merci. Voilà. Merci, c'est riche. Est-ce que tu écoutes des podcasts ? Oui. Tu as le droit de dire non. Hein. Non, si, j'en écoute beaucoup. Ouais, et des podcasts qui te plaisent. Ils ne sont pas forcément RH d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des podcasts que tu aimes écouter, qui t'apportent ? Ouais. Soit en tant que DRH ou en tant que femme, simplement. Ouais. Tu parlais, on en parlait en off tout à l'heure, mais Génération Do It. Ouais, Mathieu Stéphanie, je l'ai longtemps, et je l'écoute toujours, mais vu que j'en écoute d'autres maintenant, je l'écoute. Il faut du temps. Voilà, c'est des podcasts qui durent 1h30 à 2 heures, donc là, tu te dis, bon. En général, quand tu fais ton ménage, tu vois, tu mets le podcast et quand tu passes l'aspi, tu coupes, mais sinon, voilà, j'écoute quand je suis à la maison, Génération Do It, parce qu'effectivement, c'est long, mais il y en a beaucoup hyper intéressants, hyper inspirants. Il y a beaucoup d'épisodes super intéressants. Et j'avais eu l'occasion d'aller voir un podcast en direct de Mathieu Stéphanie chez Conto.
D'accord. Franchement, c'était génial. Donc vraiment, j'adore Génération Do It. Après, ils sont longs et quand tu veux des trucs un peu plus petits, je trouve que David Laroche fait des trucs très bien. Et j'ai eu l'occasion, parce que j'interviens parfois sur BFM, sur l'émission de Sandra Grandouin qui s'appelle Avec le vous. midi. Voilà, le midi. Qui est une super émission. Ouais. Et j'ai eu la chance de un jour faire une émission avec Catherine Barba, qui a monté les super écoles des freelances en vie. Qui est une femme extraordinaire, je trouve. On est d'accord. Ouais. Et cette femme est hyper inspirante. Et j'ai trouvé vraiment le podcast de Catherine Barba avec David Laroche super, si t'as l'occasion de l'écouter. Ouais. Vraiment. Je mettrai les liens dans le résumé de l'épisode. Très très bien. Après, j'écoute de temps en temps aussi le podcast de Pauline Legnaud, qui est beaucoup plus entrepreneur que RH pur. Oui. Mais je trouve qu'il est hyper inspirant aussi. Et Pauline est partie vraiment de zéro pour créer Gemio, puisque finalement, sa boîte qui fait des bijoux avec des pierres précieuses. Je trouve qu'elle a créé justement ce storytelling autour de la marque qui est super, avec son petit chat rose là. Je trouvais que c'était... Enfin, elle est très créative et dans son approche, en fait, elle explique que j'aime bien sa façon de penser, de se dire que Rome ne s'est pas créé en un jour. Et elle a bossé sur son podcast pendant, je sais plus, 3-4 ans avant que réellement elle puisse en faire quelque chose. Et l'idée derrière, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est dans une génération où tout va vite, où on veut tout vite. Ah, mais... Société de consommation. Sujet des podcasts, tu as énormément de podcasts qui se lancent et qui arrêtent au bout de 5, 6, 7 épisodes parce que les gens te disent mais j'ai pas l'audience que j'avais estimée. Mais non, il faut du temps. Il faut du temps. Moi, ça fait 1 an et demi. Mais maintenant, l'audience est là, mais il faut accepter c'est un temps long. C'est ça. C'est un média, donc c'est un temps long et il faut l'accepter. Mais il y a 70 ou 80% des podcasts qui arrêtent au bout de 5 épisodes. Mais c'est énorme. C'est cette résilience qu'aujourd'hui, je trouve que on manque un peu. Cette persévérance, ce goût d'apprécier le chemin. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, on commence un truc, le lendemain, il faut que ce soit bon, c'est validé. Non, il y a aussi le chemin, apprécie ce que tu fais. Je pense que elle le dit bien, Pauline, tu vois, dans ses podcasts. Pas toujours, mais c'est un peu... Elle a pris 4 ans, tu vois, pour que ça fonctionne. Et sa boîte, elle n'a pas fonctionné non plus tout de suite. Ça a été c'était énormément challengé par les autres marques de joaillerie, etc. Et voilà, donc j'aime bien l'idée. Et après, dernièrement, j'ai lu le livre de Caroline Mignot, que tu dois connaître, From Zero to Hero. C'est un bouquin, franchement, que quelque part, tout le monde devrait lire. Si tu as envie de prendre la parole sur LinkedIn, tu as envie de travailler son personal branding, il faut lire ce bouquin. Voilà, quoi. C'est la Bible, en fait. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est ça. Qui est hyper vulgarisé, j'ai envie de dire. Elle explique comme si elle parlait, finalement, avec des dessins, oui, c'est un livre des qui se lit rapidement, en plus. Ça se lit rapidement. Ouais, J'ai lu ça cet été, moi, tu vois. Zola, donc... Voilà. Non, mais c'est un peu plus passionnant. Chacun ses goûts, mais c'est un peu plus passionnant et puis c'est concret. C'est ça, c'est concret. C'est pratico-pratique pour moi. Exactement. Et donc tu vois, je trouve ça cool. D'ailleurs, moi, sur LinkedIn, je poste, mais aujourd'hui, par manque de temps, je fais un post par semaine, tu vois. C'est déjà c'est bien, mais voilà. Et j'aimerais bien, tu vois, grâce à tous ces petits tips que j'ai lus dans le bouquin, peut-être arriver... Bon, ça viendra plus tard, mais quand j'aurai un peu plus de temps. Mais voilà, en tout cas, je trouve que ce bouquin est vraiment bien aussi. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, c'est hyper riche. Si des personnes qui nous écoutent veulent te contacter, Audrey, sur LinkedIn, tu réponds? Je réponds. Alors là, je t'avoue qu'un peu moins en ce moment parce que j'ai plein de travail, mais aussi plein de gens qui m'écrivent. Et je crois que plus tu postes, et malheureusement, moins tu as le temps de répondre, alors que j'adore, franchement... pouvoir répondre à tout le monde, mais on a juste un manque de temps. Moi, j'ai mis un petit message automatique, tu vois, sur un messagerie LinkedIn. J'ai vu, le font, c'est vachement bien. Ouais, parce que toi, t'es DRH, moi, je suis CEO. On n'est pas harcelé parce que le mot est trop fort. Chacun essaie de gagner sa croûte, mais on est envahi effectivement de propositions commerciales. Tout à fait. Et maintenant, moi, je suis un peu cash. Voilà, si tu me contactes pour une proposition commerciale, pars du principe que c'est non. Et si vraiment ça m'intéresse, je te répondrai, mais sinon, on m'envoie pas 3 messages, quoi. Voilà. Et le reste, j'essaie d'y répondre dans un délai acceptable. Je suis pas dans la minute, mais mais je suis d'accord avec toi parce que LinkedIn est un super canal et en même temps, c'est tellement facile de nous écrire qu'on mélange un peu tout. Et voilà, et que après chacun essaie de gagner sa croûte, mais c'est pas simple. Après, on peut aussi m'écrire sur mon mail, tu vois, mon mail de hibou, il est accessible sur LinkedIn facilement, donc effectivement, j'essaye de répondre. Mes délais de réponse sont peut-être un peu plus allongés comme toi maintenant, mais on peut aussi m'écrire sur le mail sans problème. Écoute, un grand merci. C'était très riche. Je crois que tu vas battre le record de l'épisode le plus long. C'est vrai. On a passé combien de temps? On a passé sans l'intro et l'outro que je vais rajouter 1 minute 3.
tu vois. Une minute ou 1 heure? 1h03. Ah oui, d'accord. N'importe quoi. 1h03. 1h03. Je suis bavarde peut-être. Ouh là là. Mais non, mais c'était hyper intéressant. J'adore ton enthousiasme, ta fraîcheur que tu amènes à la fonction. Et ouais, et ça c'est top parce que c'est important. Effectivement, notre métier il bouge à une vitesse de ouf. Et voilà, il y a un peu le côté régalien du métier, la paye, le recrutement, voilà, ça fait toujours partie du top. Mais même ces métiers-là eux-mêmes, ces sous-métiers quelque part, ces tâches, ces missions, elles bougent. Et voilà, et tu fais partie des RH que je rêvais d'interviewer parce que qui m'inspiraient. Donc merci beaucoup. C'est adorable, merci à toi. Merci à tout le monde, à bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!